le marché des alternatives aux produits animaux. Un podcast du LIT Ouest-RL. Aujourd'hui, on mange comme on vit, et je consomme donc je suis. Nos manières de vivre conditionnent donc nos manières de consommer et de manger. Nos choix alimentaires répondent à de plus en plus de critères. Bien que l'alimentation soit une question individuelle qui nous permet d'exprimer nos appartenances socio-culturelles, les mangeurs contemporains doivent également prendre en compte les enjeux collectifs de l'alimentation dans la composition de leurs assiettes ou le choix de leur régime. Et végétaliser son alimentation est aujourd'hui présenté par les politiques publiques comme un enjeu collectif majeur. D'après une récente publication du Sénat, comme la sobriété, cette végétalisation est souhaitable pour des raisons qui touchent à la santé, à l'indépendance protéique, mais également à l'environnement. Enjeu à la fois sanitaire donc, mais aussi social, territorial et environnemental. Végétaliser les assiettes, c'est en fait rééquilibrer les apports en végétaux et en animaux dans les régimes. Rééquilibrer, d'accord, mais comment ? Autrefois réservée à une minorité de consommateurs aux besoins spécifiques, l'offre de produits alternatifs aux produits animaux s'est aujourd'hui largement démocratisée. S'il y a encore une dizaine d'années, être vegan ou végétarien pouvait être un combat quotidien, une multitude de produits tentent aujourd'hui de répondre à leurs besoins et à leurs attentes, aussi bien en termes nutritionnels qu'éthiques. À Paris, le nombre de restaurants ayant supprimé les produits animaux de leur carte a plus que doublé en moins de 5 ans, faisant de la capitale la ville la plus vegan-friendly de France. Un quartier du 10e arrondissement a même été rebaptisé Veggie Town par les médias et autres blogs touristiques au vu de ses nombreuses offres végé. Bien plus qu'une tendance, vegan est donc devenu un mode de vie, avec son univers et ses propres référents culturels. De la végétalisation de nos rues à celle de nos assiettes, les végétaux ont le vent en poupe. En seulement 30 ans, le nombre de produits alimentaires contenant des protéines végétales a été multiplié par 20. Effectivement, l'étude de référencement réalisée en 2019 par le GPEV, le groupe d'études et de promotion des protéines végétales, démontre une hausse incontestable. En 1989, seulement 300 produits contenaient des protéines végétales. Il y en a près de 5500 aujourd'hui. Alors, comment expliquer cet essor ? Et à qui les produits vegan-friendly s'adressent-ils ? D'ailleurs, de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de protéines végétales ou d'alternatives aux produits animaux ? Et est-ce la même chose ? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre dans cette 4e et dernière série de podcasts. Pour cela, nous serons aidés par Vincent Dedé, vétérinaire et consultant, qui nous éclairera sur différents points tout au long des épisodes. J'ai créé une structure qui s'appelle Rosalie Santé Animale, qui est spécialisée dans la vulgarisation et la veille scientifique. Tout de suite, place au premier épisode. Épisode 1. Tour d'horizon des alternatives aux produits animaux. Bien que le marché du végétal et des alternatives aux produits animaux soit en pleine extension, il apparaît difficile de le décrypter de manière exhaustive, puisqu'il ne s'agit pas d'un marché uniforme. Autrefois réservé à des consommateurs très spécifiques et largement minoritaires, l'offre des produits alternatifs aux produits animaux s'est aujourd'hui largement diversifiée, tout comme ses adeptes. Pour bien comprendre comment s'organise ce marché, commençons donc par un rapide tour d'horizon. D'abord, de quels produits parle-t-on ?
Tout comme les circuits de distribution, les ingrédients utilisés pour les alternatives aux produits animaux sont de plus en plus variés. Non mais je vais varier les fruits, vous inquiétez pas. En 2018, presque 70% des substituts à la viande contenaient des protéines de soja. Mais ce chiffre a tendance à diminuer, car la consommation de soja a suscité de nombreux questionnements, notamment autour de la santé et de l'impact de cette filière sur l'environnement et les populations locales. Je sais pas si t'as vu le cours du soja ce matin, mais ça va être Tchernobyl! D'autres ingrédients sont donc de plus en plus privilégiés, comme les graines, noix et légumineuses. Par exemple, le chia, les amandes, le lin ou le pois se sont largement démocratisés. Le pois se retrouve maintenant dans près de 500 produits différents, alors qu'il n'était présent que dans 42 produits en 2001. C'est donc un bond de 1048% en 20 ans. C'est énorme! De nouvelles plantes, riches en protéines, s'implantent également sur le marché. C'est le cas de la moringa, avec notamment la marque Kuli Kuli et ses smoothies aux États-Unis, ou du chanvre avec la marque Wesi en Allemagne, qui propose des bars à base de graines de chanvre. With a few amazing friends, I started Kuli Kuli to help more people access the nutritional power of moringa. Les microalgues comme la spiruline ou encore des champignons comme le shiitake sont également sollicités pour leur profil nutritionnel très intéressant. En 2018, 18% des substituts à la viande contenaient des mycoprotéines, c'est-à-dire des protéines issues des champignons. J'aime aussi les champignons. Tous ces ingrédients ne sont pas nouveaux et sont depuis longtemps connus et utilisés dans l'alimentation quotidienne, en particulier par les personnes suivant des régimes sans viande. Ils ne ressemblent pas aux produits animaux, c'est ce que l'on appelle les alternatives de première génération. Les alternatives de deuxième génération sont, en quelque sorte, les cousins végétaux des produits animaux. Ce sont les produits qui empruntent les formes traditionnelles des produits animaux, les steaks végétaux par exemple, mais aussi les escalopes, nuggets, pâtés, saucisses sans viande, fromage ou yaourt sans lait. Je vais vous montrer comment on va faire des saucisses végétariennes qui se tiennent au barbecue. Viennent ensuite les alternatives de troisième génération. Ils sont similaires aux précédents et cherchent à ressembler le plus possible aux produits qu'ils imitent. Mais à la différence des alternatives de deuxième génération, ceux-ci cherchent également à en imiter le goût et la texture. On les appelle aussi simili-viande ou produits simili-carnés. Ils ont été imaginés pour répondre aux attentes des consommateurs qui aiment la viande et les produits animaux traditionnels, mais ont du mal à s'en passer. Je t'aime, je peux pas me passer de toi. Les deux acteurs les plus connus sur ce marché sont californiens, Impossible Foods et Beyond Meat. Les deux entreprises ont développé des produits vendus aujourd'hui à grande échelle pour la restauration à domicile comme hors domicile, notamment grâce à des partenariats avec Burger King, KFC ou encore Buffalo Grill. Mais Beyond Meat perd son partenariat avec McDonald's qui retire de la vente son burger végé faute de succès. Elle chute également en bourse depuis le début de l'année. Sur ce dernier point, voici ce qu'en dit notre expert invité Vincent Dedé. Il y a eu sur ce marché-là aux États-Unis une embellie au moment du confinement en 2020, en particulier parce que le prix des viandes avait flambé et l'approvisionnement était limité parce que dans les abattoirs, il y avait beaucoup de cas de Covid et donc l'approvisionnement en viande était plus limité et les gens se sont reportés sur les alternatives carnées, d'autant plus facilement qu'aux États-Unis, elles sont présentées sur les mêmes linéaires que la viande conventionnelle, que ce soit en frais ou en congelé. Donc l'acte d'achat était dans le même geste, on va dire. Seulement après, il y a eu un éloignement de ces produits-là, donc une chute de la consommation, mais attention, parce qu'elle avait effectivement bien augmenté juste avant. Et cela étant, il y avait un début de retournement de tendance à partir de septembre 2021. Par exemple, Maple Leaf, qui est une grosse industrie agroalimentaire canadienne, qui s'était investie dans des gammes substituts carnés, s'est éloignée de ce marché-là dès septembre 2021. Et petit à petit, on a vu que les résultats des différentes structures étaient plutôt à la baisse. Alors, pourquoi les alternatives de deuxième et troisième génération cherchent-elles à ressembler le plus possible aux produits qu'elles imitent ?
Eh bien, tout simplement pour aider les consommateurs à végétaliser leurs assiettes sans qu'ils ne changent réellement d'habitude. Ainsi, pas besoin d'apprendre de nouvelles recettes. Vous aurez juste à remplacer vos aliments à base de produits animaux par leurs analogues végétaux. Ce type de produit s'adresse donc plutôt à des consommateurs débutants dans la végétalisation de leur alimentation ou aux curieux qui souhaiteraient tester de nouveaux goûts ou de nouveaux produits. Les véganes ou végétariens se tournent finalement plutôt vers les alternatives de première génération. Le marché des alternatives de deuxième et troisième génération tente plutôt de séduire les flexitariens, qui, rappelons-le, représentent environ un quart de la population française, d'après une récente étude de France Agrimaire. Flexitarian comes from two words, flexible and vegetarian, so you can do as you want. Une autre étude de NPD Group en 2022 révèle que les Français sont de plus en plus nombreux à consommer des plats végétariens lors de leur pause déjeuner. Cette dynamique est impulsée notamment par la restauration rapide, qui concentre à elle seule 65% des commandes des plats sans viande ni poisson de la restauration commerciale. Je déjeune à la cantine, je viendrai après. Bon. L'offre végétarienne est pour le moment plus développée en Île-de-France et séduit majoritairement les femmes et les jeunes générations. Les 18-34 ans consomment ainsi plus de la moitié des plats veggie, alors qu'ils ne représentent que 40% des consommateurs du marché. Faut déjà aimer les légumes. Les alternatives de quatrième génération vont encore plus loin dans leur ressemblance avec les produits carnés. Ce sont les viandes in vitro ou viandes cellulaires artificielles. Et oui, il est aujourd'hui possible de consommer des steaks en s'affranchissant de certains problèmes liés à l'élevage et à l'abattage d'animaux grâce à la culture en laboratoire de chair animale à partir de cellules souches. En ce sens, Singapour a été le premier pays au monde en 2020 à autoriser la vente de nuggets conçus in vitro. Mais alors que certaines entreprises comme Memphis Meats ou Just aux États-Unis misent sur ces nouvelles technologies, elles suscitent tout de même de nombreuses interrogations sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain épisode. Bon, d'accord pour les alternatives aux produits carnés. Mais et le poisson dans tout ça ? Eh bien, même si elles ont mis plus de temps à se développer, les alternatives végétales aux produits de la mer commencent à apparaître. Elles tentent de répondre aux problématiques de l'impact de la pêche sur la biodiversité ou aux peurs sanitaires associées à la consommation de poissons contaminés aux métaux lourds ou au plastique. En France, la start-up Umyami, à l'origine spécialisée dans la viande végétale, a ainsi développé des œufs de saumon et du caviar végétal à partir d'extraits d'algues. Je suis à Plouguerneau et je peux te dire qu'ici les algues on connaît, on en récolte depuis la nuit des temps. Nestlé a aussi lancé en 2020 une alternative végétale au thon à partir de protéines de pois, de gluten de blé et d'huile de colza. N'oublions pas non plus les alternatives laitières comme le lait d'amande, d'avoine ou de soja, qui représentent environ 15% du marché aux États-Unis. En effet, un Américain sur 3 boit une sorte de lait non laitier chaque semaine. Eli, any wash the lait? Mais ce marché diffère tout de même de celui des alternatives à la viande. Déjà parce qu'il existe depuis des décennies, alors que le développement de la viande végétale n'a vraiment commencé qu'il y a une dizaine d'années. Ensuite, car c'est généralement des intolérances au lactose qui poussent les consommateurs à consommer ces laits différents, beaucoup plus que les raisons environnementales ou de bien-être animal. J'ai jamais mis de lactose dans mes paquets. Et enfin, contrairement à la viande végétale, les laits à base de plantes sont au même prix que les laits classiques, ce qui les rend plus accessibles. Le marché des alternatives aux produits laitiers et ses dynamiques semblent donc peu comparables à celui des alternatives aux produits carnés. C'est pas pareil. Et d'après notre expert Vincent Dedé, comment se développent ces alternatives ? Le marché des substituts végétaux est assez important. C'est pour les seuls États-Unis en 2021, il représentait un marché en valeur de 7,4 milliards de dollars. Et c'était un marché en croissance en 2021, par exemple, il était en croissance de plus 6% en valeur. Il n'est pas certain que ce soit le cas cette année. On a les premiers chiffres qui montrent un retournement de tendance pour les États-Unis en 2022. On n'a pas de certitude qu'il y ait vraiment un retournement de tendance par ailleurs.
Et sur ce marché américain, les alternatives lactées représentent 2 fois plus que les alternatives carnées. Après, sur ces domaines-là, il y a des perspectives qui sont dessinées. Par exemple, les populations d'Asie, où le gène d'intolérance au lactose est largement présent, fait que ce sont des pays sur lesquels les perspectives des alternatives lactées sont plus favorables que dans d'autres régions comme l'Europe, par exemple. Et puis, d'une manière générale, les marchés des alternatives vont de pair avec le développement des habitudes alimentaires et l'émergence d'une population qu'on appelle flexitarienne et qui donc va vouloir attendre à consommer un peu moins de viande. Donc, en dehors des États-Unis, en 2021, le marché des alternatives carnées était de 5,6 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est plus faible que celui des États-Unis. Et le marché des alternatives lactées, toujours hors des États-Unis, était de 17,8 milliards de dollars. Tous les deux étaient en croissance. Malheureusement, pour ces domaines-là, c'est pas certain que cette croissance se soit maintenue en 2022, mais je vous ai dit, c'est encore un peu trop tôt pour avoir les derniers chiffres. Pour finir, citons également les insectes, source de protéines qui interrogent beaucoup. Nous y consacrerons d'ailleurs un épisode entier. L'évolution réglementaire autorisant les farines d'insectes dans la nourriture aquacole en 2017, puis pour les volailles et le porc en 2022, a été un facteur d'accélération des projets industriels pour le marché des protéines d'insectes en Europe. L'Europe est aujourd'hui le leader mondial en matière de production de farine d'insectes, avec 194 000 tonnes en 2020. Les investisseurs réfléchissent donc de plus en plus à développer la production d'insectes destinés à l'alimentation humaine. En France, par exemple, on peut citer plusieurs grands acteurs de la filière comme Innovafeed, Jiminy's ou encore Insect. Insect est une entreprise qui élève des insectes, des scarabées et les transforme en ingrédients premium pour nourrir les plantes, les animaux et l'homme. Pourtant, d'après une enquête internationale réalisée par YouGov en 2021, les Français seraient peu enclins à en manger. Seulement 19% seraient disposés à consommer des insectes entiers cuisinés et 25% à consommer de la nourriture dont les ingrédients contiendraient des insectes. C'est toujours plus que leurs voisins européens, mais c'est largement moins qu'en Asie ou au Mexique, où la moitié de la population est réceptive à l'idée de manger des insectes. Assez goûtu, hein. C'est toujours plus que leurs voisins européens, mais c'est largement moins qu'en Asie ou au Mexique, où la moitié de la population est réceptive à l'idée de manger des insectes. Principalement d'ordre culturel et psychologique, les freins à l'acceptation des insectes en tant qu'aliments restent donc encore importants dans les pays occidentaux et posent ainsi la question de l'acceptabilité sociale des innovations alimentaires. De plus, la production industrielle d'insectes pour la consommation humaine ne permet pas aujourd'hui de répondre aux questionnements des consommateurs sur le bien-être animal. Car certes, il est plus facile de s'identifier à un cochon qu'à un criquet, mais qu'en est-il de la prise en considération du bien-être des insectes ? Si les filles te font manger des sauterelles maintenant, je me demande ce qu'elles te feront manger plus tard. Quoi qu'il en soit, 3/4 des Français ont déjà entendu parler des nouvelles protéines. Parmi eux, 7 sur 10 seraient prêts à consommer des produits à base d'algues, contre 5 sur 10 des produits à base de levure. La végétalisation de notre alimentation, ce n'est donc pas seulement la substitution des produits animaux par des protéines végétales. Celle-ci peut prendre différentes formes et investir différents marchés. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour des protéines végétales.